Il y a des radiations ici, c'est certain. Mais le problème, c'est que ça ne se voit pas. Alors même si c'est dangereux, ici, comme ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, eh bien les enfants continuent à jouer comme avant. 8000, 7000, 6009, 7000, 8000, 8004, 5000, 4008. Les autorités disent que c'est un lieu sûr. Pourtant, les mesures disent que c'est dangereux ici. Alors sur quoi ils se basent pour affirmer que c'est sûr? Nous ne sommes pas des spécialistes. Moi, je ne suis qu'une mère de famille. Et je n'y connais rien. Il y a beaucoup de parents qui ne reçoivent aucune information. Ça les angoisse. Je ne peux vraiment plus supporter de voir les enfants comme ça. Nous ne sommes que des pauvres gens. On ne peut rien faire. Mais le pays ne fait rien non plus. Je voudrais que l'État prenne vite des décisions pour nous aider. Il faut qu'il fasse vite. On en a besoin. Malheureusement, le gouvernement n'a rien fait pour Fukushima City. Les écoles sont restées ouvertes car les autorités estiment que la ville est hors de danger. Nous y sommes retournés près d'1 an après l'accident et la situation est toujours aussi critique. Malgré les mois qui passent, les niveaux de radioactivité n'ont pas baissé. Et pour cause, le césium, principal élément radioactif échappé des réacteurs, est très tenace. Partout où il s'est déposé, il faudra 30 ans pour que la radioactivité diminue seulement de moitié. Dans ce jardin d'enfants de Fukushima, officiellement décontaminé, nous mesurons les radiations en temps réel. Et les taux sont terrifiants, jusqu'à 6,35 microsieverts par heure au pied de ce toboggan. C'est 100 fois plus que la radioactivité naturelle mesurée en France. Depuis le début, l'État sous-estime totalement l'ampleur de la contamination. Ainsi a-t-il défini des zones de risque par cercle concentrique, et seul un rayon de 20 km autour de la centrale a été vidé de ses habitants et interdit d'accès. Pourtant, les autorités disposaient d'un logiciel nommé Speedy qui indiquait clairement que le vent avait poussé les dangereuses particules radioactives jusqu'à plus de 80 km. S'ils avaient informé la population, on aurait compris que la radioactivité ne se propage pas du tout en cercle, et on aurait su bien plus tôt dans quelle direction le vent la poussait et sur combien de kilomètres les substances ont été étalées. Ainsi, on aurait pu savoir précisément quels habitants devaient impérativement se réfugier. Mais au début de la crise, par peur de créer la panique, le gouvernement a décidé de ne pas publier les résultats du logiciel Speedy. Et au lieu de donner les vraies informations, ils ont évacué les habitants autour de la centrale en fonction de simples cercles. C'est une mesure qui n'est absolument pas scientifique. Le professeur Koide est l'un des seuls scientifiques à oser remettre en cause le message du gouvernement. Il l'a d'ailleurs payé cher. Exilé, il travaille seul, dans un laboratoire vétuste loin du centre de Kyoto. Mais rien n'arrête sa détermination contre la politique nucléaire nippone. Pour les habitants du Japon, il y avait une loi affirmant qu'on n'a pas le droit d'être irradié, ni d'irradier quelqu'un au-delà de 1 millisievert par an. Mais après avoir vu ce qui s'était passé, le gouvernement a mis au rebut toutes les lois sur le sujet. Ils ont commencé à dire qu'on serait obligé d'être irradié à bien plus d'1 millisievert par an, et désormais on accepte que les habitants vivent dans des zones où la terre est polluée à plus de 40 000 becquerels par mètre carré. J'ai compris malheureusement que le Japon n'était plus du tout régi par la loi. Seul le cercle des 20 km autour de la centrale nucléaire reste interdit d'accès. Mais au-delà, l'État estime que la vie peut reprendre normalement son cours, en dépit des radiations. C'est le cas à Minamisoma. À 2 pas du checkpoint, le gouvernement a construit des habitations temporaires pour reloger les réfugiés du tsunami qui ont tout perdu. Après le traumatisme du séisme, ils doivent désormais vivre sous la menace permanente d'une centrale qui continue à fuir. Si je pouvais, je partirais très loin de la radioactivité. On m'a dit que je pourrais rester ici pendant 2 ans. Mais après, je ne saurais pas où construire une nouvelle maison tant que le problème de la centrale ne sera pas réglé.
Je me fais beaucoup de soucis. Est-ce que vous sortez souvent dehors ici? Non, 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 elles sortent pas. Je sors que pour accompagner ma grand-mère. Sinon, je ne marche pas dehors, même pas pour aller à la boutique pas loin d'ici. Mais vous vous amusez un peu quand même? On s'amuse, oui, un peu. Mais la maison est trop petite pour jouer, hein? De temps en temps, on essaye de sortir. Avant, pour le Nouvel An, j'étais partie en vélo pour aller lancer des cerfs-volants à Haramachi. Mais maintenant, on ne peut plus faire de vélo. Il est radioactif, mon vélo. Mais le tsunami, il l'a emporté, ton vélo. Je n'ai plus de nouveau vélo. À la maison, je n'ai qu'un vieux vélo. L'angoisse des familles est compréhensible. Depuis le 19 avril, au mépris des normes internationales, le gouvernement japonais a décrété que la dose annuelle maximale admissible ne serait plus de 1, mais de 20 millisieverts pour tous, femmes, enfants, vieillards. L'objectif inavoué, ne pas devoir évacuer de nouvelles zones, en particulier Fukushima City. Pour faire face à cet ennemi inodore et invisible et connaître la réalité de la contamination, Wataru Iwata a pu mettre en place son propre laboratoire dès le mois de juillet 2011, le CRMS. C'est ici que nous avons installé notre laboratoire. Ça, c'est notre détecteur avec sa protection en plomb. C'est une protection très primitive que nous avons. C'est lourd. C'est du cuivre. C'est le même que celui que possède la CRIRAD, l'organisation indépendante française qui m'a formé. Il suffit de mettre les échantillons dedans, par exemple un peu de sol, ou du lait maternel, ou de l'eau. Ça, c'est un échantillon de sol prélevé à l'école élémentaire Moriyae. Quand la CRIRAD est venue et que nous avons fait des prélèvements ensemble, ils ont détecté plus de 490 000 becquerels par mètre carré. Il faut se rappeler que 500 000 becquerels par mètre carré, c'était le critère d'évacuation en Biélorussie 5 ans après l'accident de Tchernobyl. Au-delà de cette limite, les gens étaient forcés d'évacuer. Mais ici, au lieu d'évacuer, ils changent les normes. Oui, ils ont juste changé la limite. Ça n'a aucun sens. C'est criminel. Face à cette injustice, aux côtés de Wataru, une autre militante organise la résistance, Sachiko Sato. Pour cette mère de famille, la priorité absolue est la défense des enfants. Je veux que le gouvernement retire ce changement sur les standards qui sont définis. Il devrait au moins reconnaître le droit à évacuer pour les enfants, les femmes enceintes et les jeunes filles, et leur donner des compensations financières pour ça. J'ai demandé officiellement une réponse au gouvernement à ce propos, mais ils ne m'ont toujours pas répondu. Notre nation ne protège pas son propre peuple, et en particulier ses enfants. Alors à quoi ça sert qu'ils existent? Sachiko n'est pas la seule dans sa lutte. Depuis l'explosion de la centrale, la contestation au Japon n'a cessé de prendre de l'ampleur. Nous sommes près de Tokyo. Des centaines d'antinucléaires se rassemblent le 11 de chaque mois, la date anniversaire du tsunami, pour organiser la lutte contre la politique du gouvernement. Il y a eu 3 Mile Island, Tchernobyl, Fukushima. C'est arrivé aussi à Hiroshima, Nagasaki et maintenant Fukushima. Jamais 203 comme on dit. Mais nous n'en voulons plus. Je suis venu ici pour dire que nous n'en voulons plus.
Si on dit au médecin que la diarrhée ou les saignements de nez ne s'arrêtent pas, il va nous dire qu'il n'y a pas de rapport avec les radiations. C'est toujours la même réponse. Toutes les mères sont inquiètes. Il conclut en disant, si vous n'arrêtez pas de vous inquiéter, ça ne se soignera pas. Il ne dit que des choses horribles. Puisque le gouvernement central ne se soucie pas du sort des enfants de Fukushima, Sachiko Sato s'est rendue dès l'été 2011 directement au Parlement. Elle a placé face à face les politiciens et les premières victimes des radiations. Les enfants sont venus avec des lettres, témoignages de leurs inquiétudes et de leur tristesse au quotidien. Ça fait plus de 5 mois que les enfants vivent sous l'influence de la radioactivité. Les adultes ont souvent l'occasion d'exprimer leur opinion, mais pas les enfants. Dans notre cœur, nous avons pensé qu'il fallait absolument préparer un endroit comme ça, pour que les enfants puissent donner leurs sentiments au gouvernement. On a réussi à mettre ça en place. Et aujourd'hui, nous les adultes, on est là pour les soutenir. C'est pour ça que je suis ici. Les représentants des différents ministères s'installent, sans aucun regard pour les enfants. L'ambiance est très tendue. Une adolescente ose la première question. Ça fait plus de 5 mois depuis le séisme. Vous savez combien de personnes habitent autour de Fukushima? Est-ce que vous pouvez imaginer combien de personnes vivent enfermées chez elles depuis ce temps? J'aimerais que vous tous, ici, compreniez les sentiments de tous ceux qui ont dû être évacués à cause de la centrale de Fukushima. Le gouvernement dit tout le temps que c'est sûr, alors que les enfants restent toujours à la maison. Ils ne peuvent pas aller à la piscine et ils doivent toujours porter un masque. Donc moi, je ne peux pas croire quand vous dites que c'est sûr, alors que vous avez augmenté les normes de radioactivité tolérables. Vous dites ça, mais même nous les collégiens, on se rend compte que c'est faux. Est-ce que pour vous, l'argent est plus important que les gens qui habitent à Fukushima? S'il vous plaît, ne blessez plus aucun de mes amis. Ce que j'ai surtout entendu aujourd'hui, c'est « s'il vous plaît, décontaminez au plus vite pour que nous puissions rentrer chez nous ». C'est la demande que j'ai le plus retenue et on va faire notre possible pour cela. Je vous remercie. Et la vie des gens, vous l'assurez? La centrale continue de fuir tous les jours. Vous pensez vraiment qu'on peut revenir là-bas pour y vivre? Et pourquoi vous n'avez rien fait plus tôt? La séance durera plus de 2 heures sans la moindre réponse concrète des autorités, malgré la détresse des habitants. Il y a sur cette table des lettres d'enfants. Celle qui m'a le plus marquée, c'est cette petite fille de 9 ans qui demande « Est-ce que je vais accoucher d'un enfant normal ?» Puisque la simple protestation ne suffit pas, des avocats comme Toshio Yanagihara se sont battus dans les tribunaux pour obtenir une évacuation pure et simple. Comme à Koriyama, 80 km de la centrale, la radioactivité y est élevée, mais la ville n'est pas située dans le cercle d'exclusion des 20 km. Le gouvernement refuse donc d'apporter la moindre aide aux habitants qui souhaitent évacuer. Regardez cette carte. Si l'on se basait sur les critères d'évacuation à Tchernobyl, toutes les zones en rouge correspondent à des zones d'évacuation obligatoires. Et à Koriyama, à part un point jaune, toute la partie centrale de la ville tombe dans la catégorie des zones à évacuer. Pourtant, des enfants vivent ici tous les jours. Malheureusement, même les tribunaux subissent la pression du gouvernement et Toshio Yanagihara perd tous ses procès. La première raison du refus, c'est qu'ils ont modifié notre requête. Nous demandions précisément l'évacuation de 14 enfants. Mais ils ont prétendu que c'est comme si nous demandions l'évacuation forcée de tous les enfants de Koriyama, soit 30 000 enfants. Et puis ils nous ont demandé de prouver qu'il y a des dommages visibles immédiatement sur la santé des enfants.
Selon eux, s'il n'y a pas d'effet immédiat ou si la radioactivité ne dépasse pas 100 millisieverts par an, alors il n'y a pas de danger et la ville n'a pas obligation de faire évacuer qui que ce soit. Donc nous avons perdu le procès. Si les autorités refusent toute évacuation supplémentaire, c'est parce qu'il est possible, selon elles, de débarrasser toute la région de la radioactivité. Leur arme, la décontamination. Vous voyez là, ce sont des maisons qu'on a déjà décontaminées. Nous avons pu suivre dans les environs de Fukushima City le responsable local de la décontamination, Toshiaki Kusano. Le gouvernement est persuadé de l'efficacité de la décontamination pour se débarrasser du césium. Mais la réalité du terrain est radicalement différente. Quelle quantité! Ça en fait du travail manuel. Seul le grand-père vit encore ici. Le reste de la famille a fui par peur des radiations. Il faut 3 jours à 1 semaine pour nettoyer une seule demeure et retirer la couche de terre polluée autour de la maison. Le plus difficile à décontaminer, ce sont les tuiles du toit. Car ces tuiles, elles sont faites en terre cuite. Et le césium qui a pénétré dedans est très difficile à enlever. La décontamination du toit nous pose problème, mais vous voyez, le césium qui est imprégné dans les murs est lui aussi difficile à traiter. Car il s'agit d'une maison traditionnelle, avec des murs en terre, et on ne peut pas déloger le césium. C'est un peu comme avec la terre du sol. Le mieux, ce serait d'enlever le mur, mais on ne peut pas. Alors nous l'avons simplement lavé, mais je pense que ça n'a pas été très efficace. Voilà. C'est vraiment difficile. Ça ne baisse pas? Non, ça ne baisse pas beaucoup. Même si on enlevait plus de terre? Non, non, ça ne changerait rien. C'est toute la montagne qu'il faudrait nettoyer. Vouloir nettoyer la montagne, une utopie qui révèle toute la difficulté de la décontamination. D'autant que le personnel qui s'en charge n'a aucune qualification. Vous avez reçu une formation spéciale pour décontaminer la radioactivité? C'est notre entreprise qui doit s'en occuper. Ils doivent nous former. C'est pas encore fait? Non. Les décontaminateurs japonais prennent des risques incroyables. Avec en tout et pour tout un masque et 2 gants, ils passent la journée dans un environnement dépassant parfois 3 fois la quantité de radiation tolérée pour les travailleurs du nucléaire en France. En plus d'une décontamination surréaliste, il faut stocker des tonnes de terre radioactive dans de simples sacs. À l'échelle de la région, il faudrait retirer 28 millions de mètres cubes de terre pour éliminer le césium, mais la place manque. Je pense que bientôt, on n'aura plus de place. Alors nous allons devoir faire des travaux pour agrandir ce terrain. Ici, la radioactivité de chaque sac se situe entre 2 et 9 microsieverts par heure. On a atteint 4 microsieverts par heure. Vous n'avez pas peur? C'est mon travail. En France, ces sacs seraient traités comme des déchets radioactifs et stockés dans des centres sécurisés. Ici, une simple bâche les recouvre. Personne ne sait qu'il y a ce lieu de stockage ici, sauf bien sûr les personnes concernées comme nous. Ce qu'on voudrait, c'est éviter que les gens connaissent l'existence de cet endroit pour qu'ils ne viennent pas y déposer tous leurs déchets radioactifs. Partez vite, s'il vous plaît. Vous êtes une jeune femme, vous ne devriez pas rester là. Le problème des terres contaminées est central dans la région de Fukushima. Non seulement parce qu'elles irradient les habitants, mais aussi parce qu'il est devenu impossible de cultiver les terres. Des centaines d'agriculteurs se retrouvent sans revenus. Jusqu'à mars 2011, la région de Fukushima était l'un des plus grands vergers et greniers à légumes du Japon. Aujourd'hui, tout n'est que désolation. Là encore, de simples citoyens se sont mobilisés.
Masanobu Kano et Soyo Sato ont fondé une association pour soutenir les agriculteurs près de Date, une zone particulièrement contaminée. Nous arrivons chez Mikio Sato. Sa maison a déjà été décontaminée, mais elle se situe dans une zone d'évacuation conseillée. Monsieur Sato est donc réfugié. Il vient ici la journée, mais le soir, il rentre souvent dans une maison provisoire. Aujourd'hui, ils rendent visite à cet agriculteur pour contrôler les taux de radiation et l'aider à se faire dédommager. Ici, nous sommes à 55 km au nord-ouest de la centrale. Ce village s'appelle Ryozen. Il est près de la ville de Date, dans la préfecture de Fukushima. Cette zone dépasse 20 millisieverts par an. C'est pour ça que l'État l'a définie comme une zone d'évacuation. Et la maison et les terrains autour appartiennent à M. Sato. Comme ailleurs, la décontamination de la propriété de Mikio Sato frôle le ridicule et prêterait à sourire si les conséquences à moyen terme n'étaient pas tragiques. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'objectif clair. Quand j'ai demandé à la mairie les objectifs à atteindre pour la décontamination, il n'y en avait pas. Pas de chiffres à atteindre. En réalité, ils ne mesurent même pas après la décontamination. Actuellement, la manière de faire de la mairie est d'enlever la terre seulement 5 mètres autour de la maison principale. Et ils ne touchent pas à d'autres lieux comme la grange ou le garage. Ils n'ont même pas nettoyé le toit. Ils ont juste nettoyé la gouttière. Et ils ont décontaminé ici aussi. Là devant. Ah, jusqu'ici? Ils n'ont pas fait jusqu'ici? Si, ils ont fait de ce côté-là, mais pas l'autre. Ah, ils ont enlevé la terre seulement là. Oui, seulement de ce côté. On va aller prendre une mesure ici. Les gens qui sont venus décontaminer ici, ils m'ont dit de marcher seulement le long de la maison si possible. Horrible. Ils vous ont vraiment dit ça? Oui. J'ai peur de vivre ici, bien sûr. Mais moi, je vais jusqu'aux champs. Et mes champs, ils sont bien plus radioactifs qu'ici. J'ai peur, mais je dois aller travailler. Pour l'ensemble de ses souffrances, présentes et à venir, et la perte de ses revenus pour des années, Mikio Sato ne s'est vu proposer qu'une indemnité d'environ 10 000 € par TEPCO, l'exploitant nucléaire. Une somme dérisoire. C'est là encore le résultat d'une gestion calamiteuse des conséquences de la catastrophe. Comme les terres agricoles elles-mêmes, les plantations ont d'abord été autorisées malgré l'explosion, puis finalement arrachées. Alors c'est élevé ici? C'est élevé. C'est trop élevé. On est peut-être près d'une eau qui stagne. On va se déplacer. Normalement, si la terre d'un champ dépassait 5000 becquerels par mètre carré, on ne pouvait pas planter. Mais après l'accident, ce champ n'a pas été contrôlé, donc nous ne savions pas s'il était contaminé. On nous a autorisés à planter, et malheureusement, le riz cultivé était très contaminé. Et dire que j'ai acheté un tracteur pour rien. Malheureusement, en même temps que la terre, la mer a également été contaminée par le poison radioactif, avec pour conséquence la mort de la pêche dans toute la région. Voici à quoi ressemblent les ports de la préfecture de Fukushima aujourd'hui. Un désert sans âme qui vive. Takayuki Yanai est le responsable du syndicat des pêcheurs du port de Onahama. Aujourd'hui, il ne cache pas son amertume. Avant l'accident, d'habitude en cette saison à Onahama, il y a 3 ou 4 chalutiers comme celui-ci pour décharger les poissons. On déchargeait le bateau puis on mettait les poissons dans les caisses et on les déplaçait jusqu'aux marches là-bas. Et après les avoir disposés proprement, en rang, on commençait la vente. D'habitude, il y a beaucoup de poissons rangés ici, et on entend les cris des vendeurs.
Les pêcheurs sont très en colère contre TEPCO. C'est complètement de leur faute si on ne peut plus pêcher. Ils sont responsables de l'accident et surtout ils ont fait couler énormément d'eau radioactive dans la mer. C'est très grave. Nous souhaitons que TEPCO réponde de bonne foi à nos demandes de dédommagement. Les rares bateaux qui partent en mer sont utilisés à des fins scientifiques. Nous avons pu embarquer sur l'un d'entre eux. Jamais aucun océan n'a été contaminé comme le sont les environs de la centrale. Suite à la catastrophe, toute l'eau utilisée par TEPCO pour refroidir les réacteurs en fusion a été rejetée en mer. Des scientifiques français ont estimé que 27 millions de milliards de particules radioactives ont déjà été rejetées. Un nombre ahurissant. C'est 20 fois plus que ce qu'affirme l'exploitant TEPCO. Vous voyez, au fond là-bas, c'est la centrale nucléaire de Fukushima. Est-ce que vous continuez à pêcher? On ne sort plus, juste pour faire des prélèvements. Mais depuis mars, on ne pêche plus. C'est un terrible drame humain qui se noue dans cette communauté si dépendante de la mer. D'autant que les compensations allouées par TEPCO n'égalent jamais les salaires avant l'accident. Comme on n'a plus de boulot, on sort parfois juste pour récupérer les débris du tsunami dans la mer. Et comme ça, on peut toucher quelques sous. Et on ne compte plus le nombre de pêcheurs contraints d'abandonner leur métier face à une pollution qui durera encore des années. Bah, nous les pêcheurs, on ne sait pas trop. Mais j'ai entendu dire que peut-être pendant encore 10 ans, on ne pourra pas pêcher. Et de toute façon, même si on pêchait du poisson qui n'était pas radioactif, personne ne voudrait le manger parce qu'il vient de Fukushima, justement. La pêche du jour ne nourrira donc personne. À peine débarqués, les poissons sont passés au crible par des spécialistes de la radioactivité. On a un nombre d'appareils limité pour faire des mesures, donc on ne peut pas tout prendre. Alors, on choisit surtout des espèces importantes pour l'industrie de la mer, et les espèces chez qui on a trouvé beaucoup de radioactivité avant. C'est celles-ci que nous allons emporter. Dans un paysage portant toujours les stigmates de la dévastation engendrée par le tsunami, les poissons prélevés près de la centrale sont embarqués jusqu'à la ville de Koriyama, située à une centaine de kilomètres. C'est là que se trouve le principal centre d'analyse de la préfecture de Fukushima. Riz, viande, poisson, tout aliment local destiné à la vente doit en théorie passer par ici pour être autorisé à la consommation s'il ne dépasse pas une certaine norme sanitaire. Seiichi Takeshi assume la lourde responsabilité de diriger le département radioactivité. Veuillez mettre ces chaussons, s'il vous plaît. Ici, on est au 3e étage. C'est là qu'il y a nos laboratoires dédiés à la radioactivité. Dans cette salle, nous faisons la préparation avant le contrôle. Nous recevons et puis nous découpons les échantillons pour les mettre dans un petit bocal. En ce moment, les techniciens sont en train de préparer du poisson. Depuis la catastrophe, ce sont près de 500 échantillons qui déferlent chaque jour. Pour faire face, le centre a dû s'équiper de 10 détecteurs au germanium flambant neuf, les seuls capables de mesurer précisément la contamination par le césium. Et ce rythme de mesure infernal n'est pas prêt de baisser, car un an après, beaucoup de poissons restent impropres à la consommation. Je suis inquiet. Les poissons migrateurs comme le thon, le bonito, le chinchard ou la sardine n'ont plus beaucoup de radioactivité. Mais maintenant, on en détecte chez les poissons qui vivent dans les fonds marins près des côtes. Donc on peut penser qu'il y a de la boue radioactive au fond de la mer et qu'elle ne disparaîtra pas facilement. En fait, il y a du césium qui arrive sans arrêt dans la mer. Il vient des rivières, de la terre ou des conduits d'évacuation de la centrale nucléaire.
Ça continue sans arrêt, et la boue au fond de la mer ne sera pas déplacée facilement par les vagues. J'imagine que ça va durer encore longtemps. Je ne peux pas dire que je ne suis pas en colère contre TEPCO. Ce serait un mensonge si je disais que je ne suis pas en colère. Et c'est aussi ce que ressent la population de toute la région. Mais moi, je suis fonctionnaire, donc je ne suis pas en position de pouvoir ressentir de la haine. Une magnifique région transformée en poubelle radioactive pendant des décennies, un drame qui aurait peut-être pu être évité si la centrale avait été mieux protégée. Jiro Yano est un ancien employé de TEPCO. Il a quitté la société suite à la catastrophe, écœuré par la façon dont ses chefs ont géré la crise. Il a cependant conservé des documents prouvant que dès 2009, les spécialistes savaient que la centrale de Fukushima ne résisterait pas à un puissant tsunami. En 2009, il y a une réunion tout à fait officielle à laquelle ont participé TEPCO et l'Agence de sûreté nucléaire. Et ce jour-là, les experts ont présenté un rapport disant qu'il y avait une forte probabilité qu'un tremblement de terre très puissant survienne prochainement dans la région du Tohoku. Ce rapport proposait donc de renforcer la sûreté des centrales nucléaires qui se trouvent sur la côte Est, notamment les centrales du Tohoku comme Onagawa et bien sûr Fukushima Daiichi et Fukushima Daini. Mais l'État et TEPCO ont complètement ignoré ce rapport. C'est ça la vérité. Pour cet ingénieur, il aurait suffi de surélever les digues. La centrale aurait probablement été moins endommagée, mais TEPCO ne l'a jamais fait par souci d'économie. Cette erreur et tant d'autres mensonges de l'opérateur nucléaire et du gouvernement n'ont fait qu'attiser la colère du peuple au fil des jours. Chaque mois, devant le siège de TEPCO à Tokyo et dans toute la ville, les manifestants antinucléaires battent le pavé. TEPCO, arrêtez de mentir! TEPCO, vous devez révéler la vérité. Ils sont environ 15 000, trop peu pour bloquer la circulation. Mais c'est quand même une grande nouveauté dans un pays d'ordinaire si obéissant. Jusqu'à la tombée de la nuit, les manifestants exigent l'arrêt des centrales nucléaires, mais surtout plus d'aide et l'évacuation de nombreux habitants de la région de Fukushima. Nous n'avons pas besoin de centrales. Nous n'en avons besoin nulle part. À Fukushima, beaucoup de gens sont contraints de vivre dans des zones très dangereuses encore maintenant. S'il vous plaît, vous tous, sauvez-les, aidez le Japon. Aidez Fukushima et surtout sauvez les enfants. Je vous en supplie. Les habitants de Fukushima sont donc abandonnés à leur triste sort. Pas d'évacuation, une résistance avec les moyens du bord. Il faut donc aussi compter sur la solidarité. Surtout pour les travaux qui mobilisent de nombreux bras, comme le nettoyage des zones les plus sensibles, les écoles ou les jardins d'enfants. Chaque week-end, ils sont des dizaines à s'affairer, par exemple pour nettoyer la cour d'une école primaire et retirer une à une les feuilles gorgées de césium. Pour prêter main forte aux riverains, des volontaires affluent de tout l'archipel. On a vu une petite annonce. Et comme on voulait se rendre utile, ma collègue et moi, on est tout de suite venus. C'est le moins qu'on puisse faire. Moi, mes parents sont de Hiroshima.
Donc on se sent particulièrement concerné par la radioactivité. Alors, je suis venu ici pour aider. Un an après la catastrophe, c'est aussi l'heure des premiers bilans. Leader emblématique de la résistance citoyenne à Fukushima, le centre de mesure des radiations est devenu incontournable pour évaluer les conséquences à plus long terme de l'exposition à la radioactivité. Nous sommes loin du petit local des débuts, avec quelques appareils de détection fournis par les Français et les Allemands. Désormais, des centaines de Japonais viennent faire contrôler leur nourriture ou leurs terres contaminées. En quelques mois, son fondateur Wataru Iwata, que nous suivons depuis le début de son engagement, est passé du statut de simple musicien à celui de spécialiste en physique nucléaire. Le CRMS dispose désormais d'équipements high-tech, comme leur dernière acquisition offerte par la Biélorussie, victime de Tchernobyl. Un appareil capable de mesurer l'irradiation interne subie par les individus au fil des mois. Nous avons commencé à mesurer la radioactivité à l'intérieur du corps avec un Whole Body Counter depuis le 1er octobre. Et nous avons mesuré au moins 1300 personnes jusqu'ici. Ça ne soigne pas, c'est juste une mesure, mais si les données sont utiles aux gens pour prendre des décisions ou mieux surveiller leur mode de vie, c'est déjà très bien. Dans la région, ils sont plusieurs milliers à vouloir connaître leur niveau de contamination. En majorité des parents terriblement inquiets pour la santé de leurs enfants. Aujourd'hui, Mayumi Nizeki est venue avec sa fille et sa nièce pour passer le test du Whole Body Counter. J'ai choisi un réseau fondé par la communauté parce que j'ai beaucoup plus confiance. Je pense qu'ici, c'est le meilleur endroit. Je suis déjà venue 2 fois pour essayer de passer le test. Et là, c'est la 3e fois et nous avons enfin pu être testés. Je n'ai pas confiance dans le gouvernement. Avec eux, je ne sais pas quand je pourrai passer un test. L'examen est très rapide. En quelques minutes seulement, la quantité de césium radioactif présente dans le corps est mesurée. Les résultats ne laissent planer aucun doute sur le danger qu'encourent les habitants de Fukushima. Mon Dieu, excusez-moi, c'est terrible. C'est ma fille qui en a le plus. Kaori, c'est toi qui es la plus irradiée. Vous voyez, si on compare avec ma nièce, qui habite à Sendai, loin d'ici, ma fille a presque 2 fois plus, parce qu'elle reste tout le temps à Fukushima. Ça craint. J'ai combien alors? C'est terrible. Elle va au lycée à Fukushima. On ne peut pas la changer d'école, alors on va essayer de lui trouver un endroit plus éloigné pour dormir, mais c'est difficile. Il y a plus d'1 million de personnes qui vivent dans des zones dépassant la norme. Donc je pense vraiment qu'au fil des années, il y aura une augmentation des cancers, des leucémies et bien d'autres maladies. Face aux menaces qui pèsent sur la santé des populations, le CRMS organise chaque mois des réunions pour répondre au désarroi de tous ceux qui ont passé le test de contamination interne. J'ai essayé de ne pas faire manger mon enfant à l'extérieur. À la maison, on ne mange que de la viande importée et des légumes cultivés loin de Fukushima. On ne boit que de l'eau en bouteille. Et bien sûr, hors de question de manger du poisson depuis mars. Malgré ça, mon enfant a été contrôlé avec le Whole Body Counter et son résultat est inquiétant. En tant que mère, j'ai tenté tout ce qu'il faut pour limiter la contamination. Mais ma fille est quand même irradiée. Sachiko Sato poursuit elle aussi son combat. Elle prend toujours la parole en public, anime un site web, mais surtout se bat sur le terrain. Si elle n'a pu obtenir l'évacuation des enfants, elle peut au moins leur proposer des aliments sains grâce à l'épicerie qu'elle vient d'ouvrir.
Nos clients habitent à Fukushima City. Ils viennent ici parce qu'ils ne trouvent que des légumes qui viennent de Fukushima ou des environs de Fukushima au supermarché. Or, ils veulent des légumes sains pour leurs enfants. Nous avons donc ouvert cette boutique le 11 novembre, en pensant surtout à la santé des enfants. En proposant des légumes du sud du Japon, dont les agriculteurs n'utilisent aucun produit chimique. Malgré un an de combat, de bon sens et d'évidence contre le déni total des autorités, les familles sont forcées de s'adapter à une toute nouvelle vie, pleine d'incertitudes, avec la menace permanente de l'irradiation. Makoto Takahashi est le proviseur d'une école élémentaire de Soma, à 40 km de la centrale. Pour ses 200 écoliers qu'il adore, il a fait tout ce qu'il pouvait comme décontaminer la cour et y installer un détecteur de radioactivité. Oui, bien sûr, on s'inquiète pour la santé des enfants, car il n'y a pas de données sanitaires auxquelles se référer. Et en plus, la radioactivité, ça ne se voit pas. Mais pour l'instant, au lieu de s'inquiéter, notre travail, c'est de leur redonner le sourire et de développer leur force. Car les enfants ici, c'est notre richesse. Bien sûr, l'alimentation est également une priorité pour le proviseur. On aimerait utiliser les produits locaux, mais à cause des problèmes de radioactivité, on s'approvisionne désormais à l'extérieur de la préfecture. On passe par un marché central qui nous fournit seulement des produits garantis sans radiation. Donc c'est triste de ne pas pouvoir choisir des produits locaux, mais au moins on donne des produits sûrs aux enfants. Les enfants eux-mêmes portent chaque jour un dosimètre qui enregistre l'accumulation des radiations. Un appareil qui leur rappelle sans cesse qu'ils mènent une vie anormale. Ici, presque tous les enfants portent un dosimètre. Et on les récupère à intervalles réguliers. Mais nous n'avons pas encore reçu les résultats. Les données sont centralisées ailleurs. Puis ils nous les envoient, mais ça prend un peu de temps. Malgré les propos rassurants du gouvernement, qui peut nier l'impact de telles radiations sur les enfants pendant des années? Les écoliers eux-mêmes semblent résignés. Tu sais ce que c'est la radioactivité? La radioactivité, c'est ce qui vient avec le vent de là-bas vers la centrale de Fukushima. Si on reçoit de la radioactivité, on peut mourir. C'est dangereux, alors on mesure avec ça pour savoir. J'ai peur avec la radioactivité. On peut tomber malade de cancer ou mourir, donc j'essaye de ne pas avoir plus de radiation. Les efforts du proviseur suffiront-ils à protéger la santé des enfants? Rien n'est moins sûr, car ils sont bien plus fragiles que les adultes. En jargon scientifique, on dit qu'ils sont radiosensibles. Pourtant, ils sont nombreux dans les habitations de fortune tout près de la centrale de Fukushima. Nous avons revu des mois plus tard la petite Mahiro, sa sœur et sa grand-mère. Elles n'ont toujours pas quitté la ville de Minamisoma et surtout la famille a dû être séparée, ce qui rend la vie encore plus difficile. L'entreprise de mon père était dans la zone des 20 km. Alors il est muté à Hokkaido. C'est dangereux dans la zone des 20 km? Oui, on ne peut plus entrer. Pourquoi on ne peut pas entrer? Il y a beaucoup de radioactivité et si on y entre, on meurt au bout de 1 ou 5 minutes. J'ai vu ça aux infos.
Je ne veux pas qu'il essaye de résoudre ce problème avec l'argent. Je ne veux pas de l'argent. Je voudrais tout simplement qu'il nous rende la vie comme avant. Aux journaux, on dit que la situation est calmée. Mais je ne pense pas que ce problème sera résolu aussi facilement. Je ne veux rien d'autre que la vie d'avant. Je voudrais qu'on vive tous ensemble avec ma famille. L'avenir s'annonce très sombre à Fukushima. Après Tchernobyl, il aura fallu plus de 20 ans pour constater l'impact terrible des radiations sur la santé des populations, même éloignées de la centrale. Au Japon, pour préserver l'ordre et tourner la page au plus vite, le gouvernement semble être prêt à sacrifier la santé d'une partie de ses citoyens et de ses propres enfants.